Alors, comme personne ne propose un plan de paix parmi les Occidentaux qui se disent être des fervents soutiens de l'Ukraine, c'est-à-dire des fervents soutiens qui souhaitent qu'on livre des armes et des munitions aux Ukrainiens, parce que, faute d'eux-mêmes avoir le courage de servir en tant que chair à canon pour aller affronter l'artillerie et les combattants russes, non, c'est très bien. Il y a des gens qui le font pour ça, ils sont ukrainiens, et on se rend compte d'ailleurs que si vraiment c'était des gens qui avaient des valeurs humanistes, qui étaient réellement indignés par la guerre, bah, ces gens-là, on les aurait entendus sur d'autres conflits. Je veux dire, là actuellement, au Congo, il y a des exactions qui sont commises tous les jours et qui émanent du Rwanda. On les entend pas, ils s'en battent les couilles, c'est que des Noirs, on s'en fout. C'est pas des Russes. Tant que les Congolais n'étant pas des Russes, l'empathie est bien moindre. De la même façon, au Yémen, le Yémen qui ne cessait de subir les agressions de l'Arabie Saoudite, c'est des Arabes. C'est pas très intéressant. Puis les Saoudiens, quand bien même c'est des dingues, hein, des fous de Dieu, bon, c'est pas grave, ils ont du pétrole, et puis surtout ils sont copains avec les Américains, on se fâche pas avec les copains des Américains, non, c'est pas très important, tant qu'ils tuent des Arabes, c'est pas méchant, c'est pas très grave. En Arménie, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est sanglant. Et là aussi, c'est pas très intéressant. La Syrie, on a financé le terrorisme en Syrie, on a clairement installé des terroristes sur place, c'était pas très grave. Parce que Bachar al-Assad était méchant, c'était un petit peu le même coup que la Russie. Poutine il est méchant, Bachar al-Assad il est méchant, la Libye c'était pareil, on nous a présenté comme... on nous a présenté Kadhafi comme le dernier des salauds. Enfin voilà, il y a des gens dont on ne dira rien, même si ce sont des salauds, des guerres qui sont absolument affreuses dont on ne dira rien parce que c'est pas... Voilà, l'empathie est moindre, on va dire. Et puis là, soudain, il y a une hystérie par rapport à ce conflit-là, mais en fait qui ne dévoile qu'une chose. Nous avons une communauté russophobe, très clairement, hein. Nous avons une extrême droite qui se fait passer pour des gens modérés, petits chats, centristes, etc., démocrates, qui défendent les valeurs de liberté, etc. Mais non, c'est l'extrême droite. L'extrême droite fasciste, bien dégueulasse, et complètement collabo, puisqu'en fait, ces gens qui nous poussent à la guerre contre la Russie, ignorant d'ailleurs par là même notre histoire et à quel point la Russie est pour nous un partenaire stratégique afin de pouvoir ceinturer l'Allemagne et la mettre sous contrainte, nous empêcher qu'elle redevienne dangereuse pour l'un ou l'autre de nos pays. Donc pour nous, c'est pas rien la Russie. Au-delà d'être une puissance nucléaire avec laquelle on est censé avoir une certaine retenue dans la façon de gérer nos conflits, ouais, apparemment la retenue ça n'a pas d'importance, il n'y a pas besoin d'avoir de la retenue avec la Russie, quand bien même c'est une puissance nucléaire, parce que je suppose que ces gens-là ont sans doute des abris anti-atomiques, quelque chose comme ça. Et puis c'est un vaste gisement de matières premières dont dépend notre industrie, notre économie est en partie dépendante de ce que peut apporter la Russie. Donc quand on sanctionne la Russie, c'est en fait nous que nous sanctionnons. Et cela, en fait, contrevient à l'article 410.1 du Code pénal sur les intérêts fondamentaux de la nation, qui s'entendent au sens de notre diplomatie, de nos intérêts économiques majeurs, de notre intégrité territoriale, etc. Tout ça, c'est violé pour le compte d'une puissance étrangère, puisque ce sont les États-Unis qui tirent les marrons du feu dans cette affaire-là, hein, puisqu'ils sont à l'origine de cette guerre. Oui, c'est un non-dit, mais puisque nos médias ne veulent absolument pas parler du séjour de Victoria Nuland et de sa petite discussion avec Jeffrey Priat, l'ambassadeur américain en Ukraine en 2014, et qu'on ne va pas relater leur petite discussion pour installer un gouvernement qui leur soit favorable et qui soit surtout violemment anti-russe, bon, évidemment. D'ailleurs, c'est marrant, les Américains ont décrété une nouvelle connerie, c'est que maintenant ils n'arrêtent pas
de sortir des éléments de langage, peut-être que c'est McKinsey qui les a conseillés, en disant c'est un conflit non provoqué. Sous-entendu, peut-être que les autres, oui, on était un peu, on avait un peu provoqué, mais là on n'a rien fait, c'est pas vrai, on n'a rien fait. Bon, qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Donc c'est un conflit, en réalité, entre l'OTAN et la Russie, par proxy. Nous avons de la bonne chair à canon ukrainienne qui sert à ça, avec des roquets médiatiques qui, eux, n'iront jamais sur le front, jamais, ils sont pas fous. Non, mais par contre, ils disent, oui, il faut absolument donner des armes et des munitions à l'Ukraine. Comme ça, eux, ils se battent pour nous, ils crèvent pour nous, c'est bien. Et puis, s'il y a des Russes qui meurent là-dedans, tant mieux, c'est encore mieux. Bon, mais ils en ont rien à foutre, des Ukrainiens. Ils n'ont aucune valeur humaniste, parce que s'ils avaient vraiment des valeurs humanistes, la seule chose qui se dirait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà obtenir un cessez-le-feu, et puis obtenir une résolution du conflit qui soit la plus favorable que possible à l'Ukraine, par les voies diplomatiques. Et en fait, à la base, déjà, si on n'avait pas livré des armes et des munitions à l'Ukraine, il se trouve que son armée était détruite dès les premiers mois. La Russie était en passe vraiment de remporter le conflit et elle n'avait pas besoin à ce moment-là il n'y avait pas assez de sang versé entre guillemets quoi pour que elle soit dans une logique de dire je vais annexer les territoires. Il y avait encore une possibilité pour la Russie de dire je me retire dès lors que les conditions politiques étaient attendues, puisque la Russie, ça fait des années qu'elle demande à ce qu'il y ait comment dire, des conditions de sécurité mutuelle en Europe avec la Russie qui fassent objet d'un traité, qui fassent que des garanties de sécurité soient données, et des garanties mutuelles. La Russie comprend aussi que les Européens, les Ukrainiens, etc. veulent des garanties. Elle le comprend, mais elle en veut aussi. On lui en donnait pas. Au contraire, on la provoquait sur sa propre zone d'influence, sur sa propre zone de naissance historique. Et évidemment, ça les arrangeait pas. Une anti-Russie en Ukraine, pour eux, c'est dangereux. Si l'Ukraine rejoint l'UE et l'OTAN, c'est dangereux, et je le comprends. On peut le concevoir, je fais toujours cette analogie-là, mais parce qu'elle me paraît tout à fait pertinente pour expliquer le point de vue des Russes. Admettons que nous ayons un gouvernement flamand ultranationaliste, très parfaitement extrémiste et surtout très anti-français, installé par une puissance étrangère qui nous est hostile, et qui fasse des exactions sur les populations francophones de Belgique. Que ferions-nous, Français? Qu'est-ce que nous ferions? Nous interviendrions, parce que non seulement nous verrions une menace à nos frontières d'un pays qui clairement nous est hostile désormais, mais on verrait que des populations francophones avec lesquelles on se sent en fraternité naturelle subissent des exactions d'un gouvernement qui leur est hostile et qui nous est hostile. Bon, nous serions dans l'obligation d'intervenir. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie. Donc maintenant, comment on fait un plan de paix en sachant que tout ce qui était possible de faire déjà auparavant ne l'a pas été fait. Ça n'a pas été conduit, donc déjà on s'est... avant même que le conflit proprement dit commence, on était en train de déchirer toutes les cartes qui pouvaient mener vers la paix, la diplomatie. Quand le 21 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, nous avions encore quelques cartes pendant quelques semaines, quelques mois à jouer, on les a pas jouées, et aujourd'hui ça va être compliqué, parce que tant du point de vue de la Russie que de l'Ukraine, ce conflit est existentiel, c'est une guerre existentielle. Alors, il faut à un moment trouver un espèce de compromis, parce que l'Ukraine est légitime à dire, vous m'avez bouffé du territoire, je suis agressé, le droit international est violé, c'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas le nier et on peut être qu'en empathie aussi pour les souffrances des Ukrainiens et sur le fait que ça leur crève le cœur de voir qu'une partie de leur territoire est amputée par la Russie. Et paradoxalement, l'Ukraine est un État en construction depuis le début du XXe siècle. Elle a eu un vague moment d'État autonome, on va dire, constitué autour de la Galicie. C'était juste la région de la Galicie
vers l'année 1918-1919, quelque chose comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 ans avant que l'URSS s'impose, mais sous couvert de l'URSS, en fait, l'État ukrainien s'agrandit pour le coup. C'est là qu'il obtient le Donbass, hein, la région du Donbass, et puis toute la rive droite du Dniepr pour le coup. Ça s'étend donc des deux côtés. Ils vont gratter aussi un petit peu de territoire roumain, un petit peu de territoire hongrois. Enfin voilà, c'est une Ukraine qui s'étend qui existe déjà en tant qu'État grâce à l'Union soviétique à proprement parler. Un peu comme l'Algérie n'existait pas tant que la France n'y avait pas foutu les pieds. C'était l'Empire ottoman qui était dessus. Et dès lors que la France va y foutre les pieds, elle va dessiner des frontières, créer le début d'un État, et quand on se retire, l'Algérie devient indépendante. Donc certes, c'est une histoire douloureuse, c'est une histoire de guerre, de conquête, d'impérialisme, etc., que ce soit pour l'Algérie, pour l'Ukraine ou bien d'autres pays, et puis même le nôtre, de toute façon, il est le fruit d'une telle construction. Mais il y a un moment où en fait l'indépendance est proclamée, donc il n'y avait plus de raison de s'énerver. La Crimée n'a jamais appartenu à l'Ukraine, en fait, même dans son histoire historique, hein, dans sa longue histoire, l'Ukraine c'est quoi? C'est des Cosaques qui réellement se concentraient autour de Kiev. Donc Lviv, Kiev, c'était vraiment les régions ukrainiennes à proprement parler. Le Donbass et la Novorossia, comme le dit la Russie, ça n'était pas à proprement parler ukrainien, mais ça va s'étendre quand même au début du siècle vers ces régions-là. Par contre, la Crimée, elle ne revient à l'Ukraine qu'en 1953, alors qu'il n'y avait jamais eu aucun Cosaque dessus, jamais un Ukrainien n'avait eu une quelconque responsabilité sur le fait que la Crimée leur appartenait. Non, c'est juste parce que Khrouchtchev leur file, on ne sait pas pourquoi, la Crimée. Donc, il va falloir mettre le cas de la Crimée à part, d'autant qu'au moment où elle a été annexée sur la base d'un référendum d'autodétermination par la Russie, en 2014, bon, même les Occidentaux n'ont pas trop moufté, ont laissé, on dit ça, si c'est que la Crimée, c'est un peu logique, la Russie a son port en eau chaude là-bas, c'est pas ukrainien, bon, passons. Il faut juste éviter que la question s'étende. Et pendant plusieurs années, donc les séparatistes du Donbass, qui se sont révoltés dès 2014, hein, dès en fait le putsch qui a été commis contre Yanukovych, à la suite des événements d'Euromaïdan, sponsorisé par les États-Unis, par George Soros et notamment un certain Ihor Kolomoïski, dont on parle très peu en Europe, parce que ça nous intéresse pas en fait de savoir qui sont les oligarques et les marionnettistes dans toute cette affaire. Mais bon, c'est pas grave. Les habitants du Donbass, donc, qui se sentent légitimement russes de culture, de langue, etc., ne veulent plus avoir un régime de Kiev qui leur dit, en fait, vos enfants ne pourront plus apprendre à l'école leur langue maternelle, hein, il faut que maintenant tout le monde devienne des bons petits Ukrainiens, que voilà. C'était un État qui avait une vocation à devenir fédéral du fait de la complexité de sa construction, de son caractère multiethnique, des différentes langues qui le composaient. Et au lieu de considérer les choses sous cet angle-là, des ultranationalistes, des bandéristes, ont voulu imposer leur délire à tous les Ukrainiens, y compris les russophones qui ne pouvaient pas l'entendre de cette considération. Attention, je reste précautionneux, il y a beaucoup d'Ukrainiens russophones qui se sentent totalement ukrainiens et qui ne se sentent nullement russes ni en affinité pour la Russie. Mais il y avait quand même une grande partie de la communauté russophone d'Ukraine qui rejetait ce qui se passait. Donc, pendant un certain moment, les séparatistes n'ont pas cessé de faire des appels du pied à Vladimir Poutine pour dire « Allez, on veut rejoindre la Russie, s'il y avait moyen d'envoyer l'armée et puis de rejoindre directement le territoire, ça nous intéresserait. » Et qu'est-ce que disait Poutine à chaque fois? C'était non, il ne voulait pas, il préférait une résolution politique. Voilà pourquoi il y avait les accords de Minsk, voilà pourquoi l'armée russe n'était pas intervenue directement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas envoyé quelques bonhommes et puis quelques armements, mais ils étaient
d'une certaine façon un peu en retrait. Il ne voulait pas s'impliquer, il voulait trouver plutôt une solution négociée et il ne voyait pas d'intérêt à démembrer l'Ukraine. Ce qui les intéressait, c'était juste que l'Ukraine reste un État neutre, un État tampon, qui ne soit pas dans l'UE et l'OTAN, qui ne soit pas forcément super pro-russe, mais qui soit un petit peu un pont entre ces deux mondes, et que les intérêts de sécurité économique mutuelle soient gagnants d'une certaine façon, et que les populations russophones soient respectées. C'est tout ce que demandait la Russie, hein. Elle ne demandait pas plus. Bon, même ça, on n'a pas voulu arriver à ça. Alors voilà où on en est. Maintenant, les Russes ont agi. Je pense que c'était pas une bonne idée, mais ils l'ont fait. Donc on peut plus revenir en arrière et ils ont payé le prix du sang, mine de rien. Parce que conquérir des territoires et entretenir une guerre, hein, parce que les Occidentaux la veulent, ça coûte des vies humaines. Et quand ça coûte trop de vies humaines, au bout d'un moment, on dit moi, vu les sacrifices qui ont été commis, j'ai plus de raison de me retirer, j'ai plus de raison de rester sur la logique d'une négociation politique, diplomatique, d'une résolution de conflit et de retirer mes troupes. C'est trop difficile. Ça peut encore s'envisager, certainement pas sur la Crimée parce qu'ils ont leur port en eau chaude pour leur marine et puis que c'est vraiment quelque chose où la Russie a aucune chance qu'on puisse la convaincre de se retirer de Crimée. Donc ça c'est mort, mais par contre le Donbass je pense que c'est pas. Et puis les autres régions, hein, la Zaporizhzhia et Kherson, je pense qu'il est encore possible de proposer un accord de paix qui permettrait à l'Ukraine de recouvrir ses territoires, à condition qu'on fasse les choses dans un certain ordre. D'abord, moi je vais me mettre dans la peau d'un président français qui a les mains libres pour agir comme il l'entend. Donc première chose que devrait faire un président français, c'est mettre fin à toutes les sanctions contre la Russie, à la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine, parce que déjà ça fait un levier de pression sur tous les autres pays occidentaux, c'est ça le plus important. Ça restaure aussi notre capacité à être entendu par la Russie, à être écouté avec respect et en considérant que voilà, on n'est pas malveillant contre la Russie, on est intéressé à pouvoir être un État un peu intermédiaire qui favorise le dialogue, et on n'est pas là pour nuire à qui que ce soit. Donc on arrête de livrer des armes et des munitions, nous ne participons plus de cette boucherie, nous redevenons un État neutre. On ne sortirait pas pour le coup de l'UE et de l'OTAN, même si je suis un gros frexiteur et que je veux qu'on sorte de ces institutions, mais je pense qu'il y a quand même une stratégie à jouer, qui est de la stratégie turque, c'est-à-dire on fout le bordel à l'intérieur des institutions. Qu'est-ce que fait la Turquie par exemple dans l'OTAN? Elle n'a rien à y foutre, elle est beaucoup plus proche finalement d'un certain nombre de pays qui font partie des BRICS, des non-alignés, parce qu'elle a une politique très nationaliste, très indépendante, et qui, voilà, ils ne regardent que leurs intérêts. Donc ils sont une minorité de blocage, par exemple dans l'OTAN, face à la candidature de la Suède qui voudrait rentrer dans l'OTAN, mais non, les Turcs, dès lors qu'ils ont des intérêts contradictoires, ils disent bah non, nous on ne veut pas. Ils n'obéissent pas en fait. Ils veulent rentrer dans l'Union européenne, mais pareil, ils ne conduisent pas les sanctions qu'il y a contre la Russie parce que ce n'est pas dans leur intérêt. De la même façon, la France étant le deuxième État contributeur de l'Union européenne, nous sommes capables en fait de calmer très sérieusement l'Allemagne et la Pologne et d'autres pays chien des États-Unis en leur disant de toute façon si nous on se retire, il n'y a plus rien. L'Union européenne, elle est capoute, elle n'existe plus. Donc maintenant, vous allez nous suivre, ou ça va être un bordel monstre. Voilà déjà l'environnement autour de cette guerre, hein, l'environnement géopolitique européen occidental, comment il faut que la France se repositionne. Pas en sortant directement des institutions que des gens comme moi peuvent décrier à juste titre, mais en disant, tant qu'on est dedans, on sera la minorité de blocage, on sera les gros emmerdeurs et on a le poids nécessaire pour cela. On a le poids économique, le poids militaire, le poids diplomatique, on peut se permettre de le faire. Et on peut créer de très très gros problèmes, une véritable zizanie à l'intérieur, ce qui obligera notamment les États baltes et l'Allemagne à repenser totalement leur copie.
vis-à-vis des États-Unis, il suffit simplement d'avoir un discours public pour expliquer ce qu'ils ont fait en Ukraine qui a provoqué cette guerre, parce que ça suffit de les laisser nous faire leur propagande comme quoi ils n'y sont pour rien, etc. Non, il faut expliquer très clairement et publiquement en quoi les États-Unis sont responsables. Il faut tout reprendre par le début. Hein, puisque tout est en source ouverte, je veux dire, les Américains ne se cachent pas de leur manœuvre, c'est juste que nos journalistes ne veulent pas faire le boulot, ils ne veulent pas expliquer. Pourtant, rien n'est caché. Donc on le dit, on le rend public, et ça crée une gêne aux États-Unis par rapport à tout ça. Donc ça pourra aussi un petit peu aider. Et nous sommes une puissance nucléaire, nous pouvons nous permettre d'avoir... je pense pas un conflit ouvert ou vraiment très intense avec les États-Unis, mais on est capable en fait de leur dire merde. On peut. Il faut avoir du doigté, mais on peut leur dire merde et on peut faire savoir au monde entier que les États-Unis, oui, même la France considère qu'ils ne se conduisent pas bien. Une fois cela dit, comment on fait en sorte de ramener à la raison les deux parties? La France d'abord doit défendre en premier lieu le cessez-le-feu. Dire avant tout de négociation politique pour sortir de ce conflit par le haut, que chacune des parties s'en sorte dignement. Il est nécessaire que l'on obtienne un cessez-le-feu. Il faut arrêter de faire couler le sang. C'est, voilà, soit on est humaniste, soit on croit vraiment au fait que ce qui compte c'est d'abord sauver des vies, arrêter la boucherie, soit... c'est pas la peine de se faire passer pour un petit chat, une vierge colombe effarouchée en disant mon Dieu c'est indigne, rendez-vous compte, il y a des méchants russes, etc. C'est pas vrai. Quand on envoie des Ukrainiens à la mort pour contenter son idéologie ou son arbinisme, on est un salaud. Très clairement, on est un salaud, on est un sociopathe. Donc la France exige en premier lieu, pour pouvoir tenter de jouer une intermédiation, la question du cessez-le-feu. Ensuite, il faut donner la perspective à l'Ukraine de récupérer ses territoires et à la Russie en même temps de dire vos désirs politiques qui sont à l'origine de cette guerre vont enfin être entendus. Donc, une première façon de faire, c'est de la jouer un petit peu à la méthode hongkongaise. C'est-à-dire, bon, la Russie occupe de facto un certain nombre de territoires en Ukraine. Les deux parties ne sont plus réellement capables de progresser l'une sur l'autre, si ce n'est en s'entretuant violemment. Enfin, ça ne changera rien. Le front est fixé. Donc on considère que pour 20 ou 30 ans, les territoires occupés par la Russie sont sous sa pure supervision, avec une supervision de l'ONU en outre, qui viendrait contrôler que tout se passe bien sur la ligne de front, qu'il n'y ait pas de... voilà, que les deux parties ne fassent pas d'escarmouches, que tout se passe bien. La Russie aurait le devoir de payer les frais de réparation sur les territoires occupés. On peut lui aussi imposer d'avoir à régler les frais de réparation aussi sur les territoires non occupés, mais qui ont subi de toute façon. C'est pas le plus grave, c'est quelque chose qui peut être négocié. Le but c'est juste de ne pas être disproportionné et de rester sur quelque chose qui soit simple à assumer économiquement pour la Russie, en dépit des autres difficultés qu'elle devra gérer. Si c'est pour la pourrir, la ruiner, ça n'a aucun intérêt, ça n'aidera pas plus les Ukrainiens. Mais avec une échéance, en disant à partir de telle date, d'ici 20, 30 ans, moi je pense qu'il faut donner un peu plus que 10 ans quand même, et pas plus de 30 ans, dire ces territoires reviennent à l'Ukraine, sous couvert qu'entre-temps, les négociations politiques qui étaient attendues sur des accords de sécurité mutuelle, sous l'égide de la France, puisque nous avons, nous, intérêt à ce que les États-Unis enlèvent leur armement, parce que c'est là où nous, on devra faire pression. C'est-à-dire, la France doit dire, nous ne voulons pas de l'Ukraine dans l'OTAN, donc comme ça déjà elle est bloquée, elle ne peut pas y rentrer, nous ne la voulons pas dans l'UE.
on est la minorité de blocage. Les intentions de l'Ukraine quant à rejoindre ces institutions géopolitiques, ce sera foutu. Les Ukrainiens comprendront que c'est mort, que c'est fini, que c'est pas la peine d'insister là-dessus, que la France est trop grosse pour qu'on puisse la contraindre à dire bah oui, non. Donc de ce côté-là, les Ukrainiens arrêteront de se bercer d'illusions. C'est la meilleure façon aussi de... Et puis comme ils verront que l'aide en munitions et en armes baisse, ça va pas les aider non plus, donc ils sont obligés quelque part de revenir à une logique plus diplomatique pour résoudre ce conflit. Mais la France dit bien que les territoires actuellement occupés par la Russie hors Crimée doivent être restitués à l'Ukraine au bout d'un certain délai, une fois que les réparations ont été envisagées. Et peut-être aussi un certain nombre de... Alors je sais pas, peut-être que puisque les Occidentaux ont dit que les référendums qui avaient été faits étaient trop... voilà, n'avaient pas de légitimité, bah, dire bah, c'est l'ONU qui les organise avec des observateurs. On refait les référendums d'autodétermination au bout d'un certain moment. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée parce que de toute façon, il n'y aura que des Russes dans les territoires au bout d'un moment. Ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils voulaient rester sous l'angle de la Russie. Et puis la Russie peut tout à fait envoyer des populations russes sur les territoires annexés de telle façon à s'assurer que elle est vraiment la main, quoi, qu'elle est à l'ascendant. Donc je ne sais pas si la logique du référendum serait la plus pertinente. Elle reste pour moi la plus démocratique, mais pas forcément la plus pertinente dans cette logique où il s'agit quand même de ramener deux pays à la paix. Et puis un pays qui a quand même perdu des territoires du fait d'une guerre qu'il a subie. Donc le droit international est violé, il est quand même malgré tout dans son bon droit que de dire je veux récupérer ces territoires, quoi qu'on en pense. Donc nous dire voilà, la France mettra toute son influence auprès de la Russie pour qu'elle restitue ces territoires au bout d'un certain nombre d'années, que les réparations aient été effectuées, mais nous exigeons que l'Ukraine cesse de rêver à l'idée de rejoindre l'UE et l'OTAN. Elle ne les rejoindra jamais, jamais, jamais. Et nous voulons que l'Ukraine comprenne aussi qu'elle est un État tampon entre le monde occidental, entre guillemets, et le monde russe, asiatique, et que son intérêt, c'est d'être justement une puissance neutre, réellement indépendante, qui peut estimer que sa sécurité est garantie sur l'ensemble de ses frontières, qu'elles soient à l'ouest ou à l'est, et qu'elle est là pour essayer de, comment dire, pour profiter finalement de cet atout, c'est-à-dire que c'est une place commerciale forte dont les Ukrainiens pourraient profiter, bénéficier s'ils voulaient vraiment se développer. Donc partir dans cette logique-là, et voilà, faire des accords de ce type. Donc garantir un traité de sécurité dans lequel la France pourrait pousser, en disant bien que nous ne voulons plus des Américains, du matériel militaire américain sur le territoire européen. Et je pense que nous avons des moyens de pression pour pouvoir faire en sorte que ce matériel militaire américain dégage d'Europe, que les Américains comprennent qu'ils ne sont pas en terrain conquis en Europe et qu'ils n'ont plus rien à y foutre. On peut vraiment leur faire mal aux Américains par une mode de communication publique si on est voilà, un bon journaliste ou un homme politique français qui a de la visibilité médiatique et qui a la ferme intention de ruiner tout ce discours de propagande des États-Unis, de leur supplétif en France. On peut faire beaucoup de choses grâce à ça. Mais il faut en clair s'assurer que la Russie s'estime satisfaite sur le fait que l'Ukraine ne sera jamais dans l'UE et l'OTAN. Elle restera dans sa zone d'influence, entre guillemets, comme elle sera dans la zone d'influence européenne, entre guillemets. Que les populations russophones du Donbass et de la Novorossia seront respectées pour leur identité, dans leur volonté, qu'il y aura un système fédéral plutôt qu'un système où les Ukrainiens de l'Ouest imposeront leur doctrine, leur culture, leur langue aux Ukrainiens de l'Est. Voilà, en clair, en fait, on fait en sorte que ce qui était demandé par la Russie, qui avait quand même rien de sorcier, qui était logique, qui était rationnel, tous les pays du monde veulent s'assurer qu'ils ne soient pas en danger, qu'ils ne soient pas toujours à devoir surveiller à leurs frontières ce qui se passe et dire « je vais devoir réagir ». Donc on donne ça à la Russie, on lui donne le temps
de se refaire un petit peu, parce que clairement, si elle a des réparations à assumer sur un territoire dont elle devra se retirer, il faut que quelque part elle finance cela aussi d'une certaine façon en jouant sur ce territoire-là. En disant, bah voilà, moi, tout ce que j'exporte qui a été produit depuis ce territoire, que ce soit au point de vue industriel ou agricole, bah, ça m'aide aussi quelque part à gérer le coût des réparations. Donc voilà, c'est un petit peu cette solution à la hongkongaise, et sur le fait de restituer certains territoires après un certain nombre d'années, et à la turque sur le fait de dire nous sommes dans des institutions avec lesquelles nous ne sommes pas du tout en harmonie, mais nous y sommes juste pour être la minorité de blocage. Je pense que c'est la bonne stratégie. La France pourrait vraiment faire quelque chose. Bon, évidemment, ça n'est pas du tout l'option qui est proposée. Moi, je voulais en fait donner une perspective de paix, parce que personne ne sait réellement, y compris des gens comme nous, quoi. Je veux dire, des gens comme nous, on se dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, quand bien même on aurait le pouvoir maintenant, qu'on va pas du tout dans le sens des larbins des États-Unis, qu'on veut la paix avec la Russie, rétablir nos bonnes relations avec ce pays, et puis, enfin voilà, quoi. Je dirais dans des circonstances comme ça, l'Ukraine et la Russie étant, comment dire, ayant tout considérant que cette guerre est existentielle pour eux, ils vont pas s'arrêter, quoi. Donc il faut trouver quelque chose. Moi, je pense que c'est, je dis pas que c'est la solution parfaite, et je l'ai pas détaillé, et puis il faudrait vraiment, je pense qu'il faudrait quasiment un bouquin pour essayer de trouver les nuances, et puis surtout il faudrait aussi qu'on ait des spécialistes, parce qu'il y a des... Moi je regarde avec des généralités, j'ai quelques connaissances sur le conflit ukrainien, puisque je suis depuis plusieurs années, mais je ne suis pas non plus un spécialiste qui peut rentrer dans les détails d'une telle problématique. C'est vraiment un exercice de haut vol diplomatique que de réussir à maintenir ça. Mais je crois que c'est le juste milieu, c'est-à-dire s'assurer que la Russie obtienne ce qu'elle espérait sur le plan politique et de sécurité, que l'Ukraine soit satisfaite dans le sens où elle récupère l'essentiel de ses territoires à la fin, qu'elle soit bien reconnue comme une victime d'une certaine façon dans cette affaire-là. Et puis voilà, il va bien falloir trouver une solution. Bon, comme vous le voyez, nos journalistes larbins, ça les intéresse pas, la paix. Ce qu'ils veulent, c'est casser du russe, parce que c'est des larbins. Nos politiciens, c'est pareil, ils veulent casser du russe parce que c'est des larbins et des fous, et que c'est des traîtres. On ne demandera pas aux Américains de se conduire avec intelligence là-dessus. Qu'est-ce qui nous reste? Peut-être nous, les dissidents politiques, qui prétendons à évincer la Macronie et être force de proposition sur tout un tas de domaines. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que c'est une solution qui vous semblerait la plus objective au vu des circonstances. Je serais très intéressé d'ailleurs dans vos commentaires de pouvoir lire d'autres propositions qui pourraient s'ajouter ou compléter ce que je propose, ou enfin d'autres formes, quoi, on va dire. Parce que c'est vrai que je pense que ça devient urgent quelque part que d'avoir un discours qui propose des solutions de paix plutôt que de continuer d'encourager la guerre. Et surtout de notre côté, il faut qu'on ait des solutions à proposer. Voilà, je vous remercie pour votre attention, à bientôt.